j'ai vu aussi que effectivement, ça n'a pas toujours été facile de convaincre certains fournisseurs. Et encore une fois, c'est un point qui peut poser question aux gens. C'est-à-dire à partir du moment où tu proposes de vendre des produits, où tu veux acheter des trucs, pourquoi est-ce qu'un fournisseur aurait besoin d'être convaincu? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça et de euh, à quel moment est-ce que ça a été important de convaincre les fournisseurs? Pourquoi et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as pu les convaincre? Alors, si on repart depuis le début, donc 2008, le e-commerce en est à ses balbutiements. Il y a énormément d'acteurs qui se lancent. Il y a beaucoup d'acteurs qui se plantent, qui laissent des ardoises importantes aux fournisseurs. Et la logique du e-commerce à son lancement était le prix. Tous les acteurs se lançaient en ayant une proposition de valeur qui est d'acheter moins cher. Et donc, ça plaisait pas aux marques qui, du coup, dans leur proposition de valeur, voulaient vendre de la qualité, de la nouveauté, ce qui correspondait à nous, ce qu'on voulait faire. Mais sauf que le niveau de maîtrise des outils digitaux au sein des marques, il était extrêmement faible. Hein. Panier moyen, taux de conversion, trafic, et trois quarts des interlocuteurs nous regardaient avec des grands yeux sans comprendre de quoi on parlait. Donc, on a vraiment eu une approche pédagogique, de patience, de se servir aussi de notre réseau dès le départ pour convaincre les fournisseurs amis et ensuite avoir un effet boule de neige pour aller chercher les autres qui voyaient qu'on payait nos factures, que les prix étaient tenus et que le business grandissait et que les fournisseurs qui travaillaient pas avec nous avaient envie de profiter de notre croissance. Et donc c'est vraiment le temps, la patience et la pédagogie qui ont permis d'avoir ce catalogue qu'on a aujourd'hui. Et du coup, c'était un vrai problème de démarrer sans avoir tous les fournisseurs. Si les gens viennent et cherchent une marque en particulier et que tu peux pas la voir, comment est-ce que tu gères ça? À l'époque, non, parce que on était plus petit, moins connu, et qu'entre guillemets, le niveau de seniorité des acheteurs, il était plus faible, donc ils toléraient le fait que toutes les marques soient pas disponibles. Si aujourd'hui on devait se lancer maintenant, je pense qu'effectivement, on serait moins bien perçu par le marché si on arrivait avec le catalogue qu'on avait en 2008. Mais ça, c'est vrai pour les marques, mais c'est aussi vrai pour tout un tas de choses. Les paiements échelonnés, les différentes solutions de livraison, le fait de pouvoir payer dans sa devise pour les clients étrangers. Enfin, le niveau d'exigence globale du consommateur, en 12 ans, il a explosé, quoi. Ils ont été biberonnés par la qualité de service d'Amazon sur tous ces aspects. Et du coup, ils tolèrent plus rien maintenant. Donc, il faut vraiment être irréprochable sur l'ensemble des éléments de la proposition de valeur. Et du coup, comme tu avais un associé qui était à l'origine, qui était propriétaire d'une boutique, je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen de contourner un peu le problème, puisque lui, j'imagine qu'il devait déjà avoir des fournisseurs qui fonctionnaient. Est-ce que tu veux pas utiliser le stock de la boutique pour expédier à tes clients, ou est-ce que c'est un truc qui se fait pas, ou est-ce que c'est un truc qui a été fait mais ça suffisait pas? Ça a été fait, mais vraiment à la marge, parce que dès la première année, le site faisait plus de chiffre d'affaires que la boutique de mon pote qui avait 30 ans d'existence, quoi. Ouais. Donc, on pouvait pas, entre guillemets, piquer le stock du magasin pour appauvrir le magasin. C'était vraiment pas l'idée. Mm. Donc, au départ, on a lancé, moi je venais de chez Nike, donc j'avais un réseau plus dans les marques de prêt-à-porter et de textile. Et puis mon associé, lui, il avait plus un réseau dans les marques de hard goods, donc les Rossignol, Salomon, K2 et Consorts. Et du coup, c'est vraiment l'assemblage de nos deux réseaux qui a permis d'avoir une offre qui était cohérente au lancement. Et puis après, les autres, voyant qu'on avait déjà dans l'univers du streetwear, quant à Nike, t'es quand même un acteur crédible. Et pareil sur toute la partie sport d'hiver. Si t'as les 2-3 leaders, ça entraîne les autres à suivre le mouvement. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige où
faut que tu mettes le pied dans la porte d'une manière ou d'une autre, que ce soit par tes contacts personnels ou d'une autre manière. Mais ensuite, personne n'a envie d'être le premier à travailler avec toi, mais plus il y a de monde qui travaille avec toi, plus les autres se disent, bah tiens, c'est pas un risque si sévère que ça. Exactement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.